Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Bonjour à tous, déjà vendredi, ici Nicolas Duvernois sur les ondes de Cube Radio. Écoutez, la semaine a passé comme un coup de vent. Quel privilège de pouvoir avoir eu cette occasion d'animer toute cette semaine, la première fois pour moi. Lundi, j'étais un peu stressé, j'ai pris rapidement mes aises grâce à une équipe exceptionnelle, donc merci à toute l'équipe, sincèrement. Aussi, un gros merci à vous tous, j'ai reçu énormément de messages, donc des beaux messages, ça fait du bien quand on débute une aventure, quand on est nouveau dans quelque chose. Et donc, l'animation, pour moi, c'était une nouveauté. La semaine prochaine, c'est Benoît Dutrisac qui va revenir. Donc, vous allez retrouver vos habitudes. Mais encore une fois, énormément merci à ben du monde. Merci aussi à ma belle Caro, ma femme, ma famille aussi. Tout le monde m'a écouté presque toutes les minutes que j'étais en ondes, m'ont envoyé leur feedback, leurs commentaires. Ça m'a énormément aidé. C'est drôle de voir que c'était toute la famille qui était derrière ça. Et pour terminer, un merci tout spécial à trois êtres humains exceptionnels, Victoria, Charlotte et Raphaël. Ça, c'est mes trois petits cocos. Ils savaient que j'étais stressé lundi dernier. Ils savaient que c'était important pour moi de bien performer. Et tous les jours cette semaine, quand je suis rentré à la maison, ils ont pris le temps de venir me voir puis de me dire « Est-ce que ça a bien été aujourd'hui? » Et sincèrement, c'était la plus belle paye que je pouvais avoir. Et je suis fier de moi de leur avoir démontré que quand une occasion se présente dans la vie, des fois, il faut pas trop réfléchir, il faut dire oui, puis il faut essayer de faire de son mieux. Donc, j'ai fait ma job de papa en plus que d'animer cette semaine. Et donc, c'est génial. Encore une fois, beaucoup de nouvelles dans l'actualité. Alexandre, j'ai adoré le fait de te voir travailler cette semaine. Tu lis toutes les nouvelles sur toutes les sources possibles et tu devrais te partir une business de surligneur. J'ai jamais vu quelqu'un qui surligne comme ça. J'aimerais être commandité. Ah oui, ça serait cool, ça. Puis le pire, tu sais, c'est que je lis plus après ça nécessairement mot à mot là, ce que je vais surligner. Mais pour moi, c'est juste un truc mémoriel là, de juste penser dessus. C'est un truc que je suis plus capable de me départir aujourd'hui, mais effectivement, je passe au travers de pas mal de surligneurs. Nos boss sont tannés. Là. Oui, non, mais moi, je trouve que c'est une manière, tu sais, quand tu as une manière de travailler, tu développes certains réflexes, puis tu te dis, regarde, moi, j'ai besoin de surligner pour pouvoir m'en rappeler. C'est exactement comme ça, moi, que je travaille pour les chroniques que je donne à la radio, mais je les écris à l'ordinateur, je les imprime, puis quelques minutes avant ma chronique, je les réécris à la main, à côté, tu sais, de ce qui était imprimé, juste pour comme ça me rentre en tête. Exact. Puis, garde pas mal d'actualités. Tu l'as dit là aujourd'hui, c'est pas ça qui va manquer. C'est pas ça qui va manquer jusqu'à minuit. Ce soir, la nouvelle date butoir aussi pour une entente commerciale avec les États-Unis. Ça va être une grosse journée riche en actualités aujourd'hui. Puis, j'aimerais, si on peut, envoyer des messages les auditeurs, 187 Cube Radio. J'aimerais savoir si vous êtes tannés d'entendre parler de Donald Trump, d'entendre parler des négos. C'est central à l'actualité, c'est tellement important, on peut pas passer à côté, mais des fois, nous-mêmes, quand on est en train de préparer l'émission, on est comme, est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet? Est-ce qu'on peut sortir des sentiers battus, puis pas juste revenir encore une fois avec une entente, pas d'entente, une entente, pas d'entente. D'ailleurs, j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet aujourd'hui. Mais bref, j'aimerais recevoir vos messages. On va aller avec une première entrevue. On va aller ailleurs. On va parler d'économie, mais d'une manière différente. On va parler de reprenariat. C'est un sujet qui me tourne vraiment très, très à cœur, qui est très à cœur, que je tiens très à cœur. Écoute, on cherche mes mots aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le sujet plus profondément, bien sûr, on va toucher aussi à l'actualité. Alexandre, toi, comment tu vois ça? Comment je vois ces négociations commerciales puis l'écœurant titre de Trump?
Et écoute, s'il y a bien quelqu'un sur la planète qui commence à être écœuré d'entendre parler du bonhomme orange au sud de la frontière, c'est moi. Hein? J'ai les 2 mains dedans, puis toutes mes antennes aussi. Mais comme tu l'as dit, c'est absolument central. T'sais, c'est des jobs de milliers de personnes qui deviennent en jeu à la minute où on a là, une balance commerciale déficitaire avec les États-Unis, dès qu'on a des tarifs qui nous sont imposés unilatéralement. C'est une situation extrêmement difficile à naviguer. En même temps, je trouve ça assez intéressant là, de voir ce qui se profile aujourd'hui parce que on voit bien que c'est pas tous les ministres des provinces, tous les premiers ministres des provinces qui sont en accord. Il y a l'air d'avoir une bisbille, hein? Ben, une bisbille, mais surtout peut-être un mécontentement. Là. Il y en a qui décident de jouer la carte du low profile, comme on dirait en anglais, là, des classiques Doug Ford qui sont habituellement là, un homme bouillant, là, un politicien qui est allé à l'encontre de tout ce que Mark Carney essayait de faire depuis le début, qui vidait sa bouteille de Crown Royal à terre en protestation, qui menaçait de fermer l'interrupteur de l'électricité envoyé aux États-Unis, littéralement. Mais lui, on l'a pas vu nulle part. On le cherche, il est sur une peine de lait là, en ce moment. C'est un silence radio, mais je pense que c'est intentionnel. Oh, oui, non, Ford, en ce moment, joue la carte d'attendre, de voir ce qui se passe. Christine Fréchette n'est même pas sûre que c'est une bonne entente, mais en attendant, elle dit rien, elle dit pas grand-chose, elle dit prête à collaborer. Par contre, Wab Kinew, qui est le premier ministre du Manitoba, très populaire, très coloré aussi, qui lui, il n'est pas allé de main morte. Là. Il a dit, regardez, moi, je veux pas qu'on remette l'alcool sur les tablettes. C'est un de nos leviers, un de nos moyens de pression principal. Aux États-Unis, en ce moment, les élections de mi-mandat, les midterms, s'en viennent à vitesse grand V. C'est en novembre que ça s'en vient. Donald Trump risque d'être plus affaibli que jamais. Là. Si on en croit les prévisions, puis si, évidemment, là, les élections se passent sans anicroche, on va le souhaiter, il pourrait perdre contrôle de la Chambre, contrôle du Sénat. Puis à ce moment-là, il y aurait et des démocrates et peut-être des républicains plus modérés prêts à négocier. Parce que, je rappelle, avant l'imposition de droits de douane comme ça, il n'y a pas juste le Canada qui tremble dans ses shorts en disant « Oh non, on va se faire imposer des tarifs ». Il y a des Américains, beaucoup de business américaines qui tremblent, elles aussi, de voir que des tarifs comme ça pourraient être imposés, qui ont des partenaires d'affaires avec le Canada, on est intégrés dans leur chaîne d'approvisionnement, puis qui ne voulaient pas de ces tarifs-là. Ça va être vraiment intéressant. L'inquiétude que j'ai, en affaires, on dit souvent « timing is everything », c'est le moment bien précis, tellement important. Autant les midterms américains, les élections de mi-mandat américaines arrivent prochainement, autant chaque jour qui passe est une éternité. Donc, dans 2 mois, 2-3 mois presque, là, les élections de mi-mandat, c'est proche, mais c'est loin. Et puis, est-ce que le Canada peut encore attendre 3 mois ou peut subir les foudres d'un Donald Trump enragé s'il n'y a pas d'entente pendant 3 mois? J'ai vraiment hâte de voir. On a cru comprendre que c'était presque à genoux là, que Mark Carney a demandé aux différents premiers ministres des provinces de remettre l'alcool sur les tablettes. Et ça, je me permets de prendre une petite parole là-dessus. Tu le sais, tout le monde le sait, c'est mon industrie. Hein? Et moi, je suis un entrepreneur qui produit des spiritueux. Et depuis longtemps, je dis que c'est certes symbolique pour nous, mais je sais que pour Donald Trump et pour beaucoup d'Américains, c'est un sujet très important. Et donc, c'est un levier de négociation qu'on a qui est beaucoup plus puissant qu'on pense, et peut-être que certains premiers ministres de province commencent à le comprendre. Oui. C'est spécial, puis c'est effectivement dans ces mots-là que Wab Kinew l'a tenu, il dit, c'était pas de la supplication, mais c'était l'étape avant, comment vous appelez ça? C'est très spécial. L'autre chose qui va être à considérer aussi, là, puis évidemment, on n'a pas assez de détails encore là, pour tergiverser longtemps sur l'entente finale, puis tu sais, ça risque de changer d'ici ce soir, puis rappelle qu'après ça, Trump peut se tanner un matin puis annuler tout ce qui est négocié là, aussi de ce côté-là, c'est une possibilité. Dans le secteur laitier, il va falloir faire très attention. T'sais, on a beau dire du côté de Dominique Leblanc qu'on ne touche pas à la gestion de l'offre, inquiétez-vous pas, elle est intacte. Elle peut être intacte sur papier, mais on peut la gruger puis l'attaquer de plein de manières qui vont venir là, nuire à nos producteurs laitiers d'ici. Par exemple, au niveau des ingrédients. Puis ça, c'est très intéressant. Ce qui est amené dans le journal ce matin, on explique que c'est pas tant la pinte de lait américaine made in USA qui va être sur nos tablettes. Mais ça se peut que notre yogourt qu'on achète, qu'on dit « Ah, un yogourt québécois, c'est donc bien le fun ». Mais c'est plus du lait québécois qui est dedans, c'est du lait américain. Le diable est dans les détails. Exactement. Donc, ça va être ça aussi là, très important à suivre. Ça tombe un vendredi soir, donc à minuit, là, l'échéance de tout ça. Fort à parier qu'on va en parler beaucoup dans la fin de semaine. Et au début, bien sûr, de la nouvelle saison de Cube qui commence dès lundi. Mais c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, tu sais, au début du boycott, là, au début de la guerre tarifaire, on a réfléchi quels produits il fallait boycotter, quels produits il ne fallait pas boycotter. Puis aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises américaines qui ont des usines à Montréal, qui engagent, ou à Québec, ou à Bécomo, peu importe où, qui engagent des Québécois, qui payent des taxes ici, et puis qui produisent, mais malheureusement, en quelque sorte, c'est des entreprises américaines, ce qui mérite d'être boycotté autant que des produits qui sont produits aux États-Unis, qui sont importés au Québec. Tu sais, il y a tout plein de questions comme ça. Puis ces ingrédients-là, bien, ça rentre aussi un peu là-dedans. Tu sais, achètes un yogourt d'une entreprise québécoise, mais il y a peut-être un 15 un 18 de produits à l'intérieur qui vient des États-Unis. Oui, puis ça va être d'où l'importance là, d'afficher clairement, je pense, puis d'indiquer si on veut continuer à avoir un levier économique quelconque. Là, parce que je veux dire, les spiritueux américains, là, puis les bouteilles d'alcool, de vin, etc., on les a enlevé des tablettes. Fait que là, il n'y a plus le choix pour le consommateur de ne pas les consommer. Exact. C'est pas, le gouvernement a fait le choix pour nous. Exact. Mais après ça, c'est pas parce qu'on les remet sur les tablettes qu'on est obligé de les acheter. Hein. Non. Tu sais, je dis ça comme ça pour les gens à la maison. Si vous voulez continuer là, à démontrer quelque chose, à quel point ce serait, là, puis là, je suis dans le scénario hypothétique, puis évidemment, je dis pas aux gens quoi faire. Là. Mais à quel point ce serait intéressant puis beau à voir que on remette les alcools américains ces tablettes pour X ou Y concession, puis qu'il n'y a personne qui les achète. Écoute, tristement, on a vécu un peu le même scénario pendant la pandémie où il y a eu une ferveur pour l'achat local exceptionnel. Et puis, quand la pandémie tout doucement s'est dissipée, cette ferveur-là aussi, malheureusement, c'est resté un peu plus, mais le fait de prioriser l'achat local, je crois que c'est un combat quotidien qu'on doit faire en permanence. Ouais. Et surtout, qu'on doit enlever l'idée qu'on priorise l'achat local seulement en temps de crise. Hein? C'est soit pendant une pandémie, soit pendant une guerre tarifaire qu'on parle d'acheter local. Mais pourtant, acheter local, c'est une priorité économique qui devrait être omniprésente 366 jours par année. Oui, puis surtout que l'achat local, tu sais, je comprends que pour certains produits bien précis, tu sais, une différence de prix, il va y avoir une différence. Ça, je le comprends. Mais pour plein de produits québécois, il n'y en a pas de différence de prix. C'est même moins cher souvent. Exact. Donc, il y a quand même une réflexion, je pense, à faire là-dessus. Puis là, évidemment, je ne souhaite pas que la gestion de l'offre soit sacrifiée, mais si jamais il y a des concessions là, qui sont faites là-dedans, mais s'il vous plaît, identifiez-les comme du monde des produits. Là. Qu'il y en ait une étiquette, là, tu plies là-dessus, là, mais j'espère qu'au moins le fédéral va embarquer et va dire, regardez, là, dans toutes les épiceries, là, vous mettez un gros collant là-dessus sur chaque produit qui va aller utiliser de ces produits-là américains. Un collant orange, comme les cheveux de Donald Trump, ça serait une bonne idée. Ça serait drôle, un petit collant en forme de petite vague de cheveux de moumoute qui pogne dans le vent, ça serait effectivement très beau. Bref, ça va être intéressant à suivre tout ça. Sinon, excuse-moi, j'allais t'interrompre parce que ça me fait rire la prochaine nouvelle. Il y a 5 ans, la mairesse de Montréal avait promis que d'ici 1 an, le SPVM allait avoir des caméras. 5 ans plus tard, la mairesse de Montréal, une autre mairesse, promet que d'ici 1 an, on va avoir des caméras sur les policiers du SPVM. Sincèrement, j'ai hâte de voir dans 5 ans si dans 1 an, on aura des caméras. Là, on dit 6 mois à 1 an du côté de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada, qui d'ailleurs là, est en ce moment, au moment où on se parle, en conférence de presse pour annoncer justement l'implantation de caméras d'intervention au SPVM. Oui, c'était une promesse de Valérie Plante en 2021. Non, ça n'a pas été fait. Mais cette fois-ci, on décide, coûte que coûte, qu'on va de l'avant. Parce qu'il faut comprendre que c'est un enjeu un peu complexe, dans le sens où, oui, tu peux récolter des images de surveillance. Ça fait d'ailleurs 3 semaines que, subtilement, le gouvernement du Québec a comme modifié une réglementation qui permet aux villes, donc, de prendre des images et les emmagasiner. Ça, c'est une chose. Mais après ça, c'est quand tu te rends dans un procès. À quel point tu as le droit d'utiliser ces images-là? Dans quelle mesure? Y a-tu des durées d'extrait? Qui va les traiter? Qui va les analyser? Tout ça, c'est des questions qui vont au judiciaire. Puis le judiciaire, bien évidemment, ça se passe du côté du gouvernement provincial. Exact. Donc là, il y a comme un flou, puis c'est long, puis ça prend du temps depuis un bout. Mais là, la mairesse dit « Go, nous, on va de l'avant ». C'est la campagne électorale. Les partis ont intérêt à dire ce qu'ils vont faire pour nous aider là-dedans. Donc, ça devient un enjeu électoral là, que la mairesse de Montréal va mettre de l'avant, ce qui est assez intéressant, merci, de voir comme ça après comment les partis vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont promettre par rapport à cette implantation-là. Parce que là, l'objectif est quand même ambitieux. Là. C'est 3500 policiers avec des caméras portatives, 600 véhicules de patrouille qui vont avoir des caméras véhiculaires également. Puis ça vient pas tout seul aussi, ces mesures-là. On veut aussi mettre un règlement contre les insultes contre les policiers dans l'exercice de leurs fonctions à Montréal. Moi, je suis surpris qu'il n'y en avait pas. Je ne savais pas que tu pouvais insulter un policier. Déjà, je n'aurais jamais insulté un policier, là, on va se le dire, même si je suis frustré contre la personne. Mais que tu puisses vraiment, là, tout ce qu'on a entendu, là, déjà, sont où les parents de ces enfants-là? Là, parce que souvent, c'est des jeunes
des préados attardés un peu, là, qui insultent le monde. Pas juste. Mais bref, c'est complètement fou, ça. Écoute, depuis... j'aurais réglé ça depuis longtemps. Ben, moi, ça fait partie de la catégorie... je mets ça dans le même panier que les détenus dans les prisons du Québec n'ont pas d'uniforme. Tu sais, moi, c'est dans la même catégorie comme ça qui tombe sous le sens, mais que j'apprends cet été, d'une manière ou d'une autre, que c'était pas déjà le cas. Mais c'est le cas dans plein d'autres grandes villes, hein, Québec, Laval, Longueuil, Sherbrooke. Tous ces corps de police-là sont protégés justement par une réglementation qui leur permet de sacrer une amende, une petite taxe pour l'insulte. Là. Si tu veux insulter le policier, vas-y, ça va te coûter cher. Dans ce cas-ci à Montréal, entre 350 et 1000 $ à la première infraction. Tu peux le doubler quand il s'agit d'une récidive. Donc, il va falloir payer cher là, la bavure envers les policiers si on veut l'implanter. Donc, ça va dans le bon sens. Puis, pour ce qui est des caméras d'intervention, un peu tout le monde les réclame. Là. Il y en a dans des corps policiers à grandeur là, de la planète. C'est bon pour le policier qui, après ça... mal? C'est ça, je vois aucun mal. Ben, c'est ça. Le policier, lui, peut se backer en bon français si jamais il arrive quelque chose dans son intervention. Il peut dire, regardez, j'ai fait ça, il m'a menacé, il a fait tel geste. Du côté d'une personne qui va se faire interpeller et qui a peur d'une bavure policière ou... Bien sûr, à Montréal, là, depuis ce qui s'est passé au poste de quartier 39 du SPVM d'allégation de racisme, ben, tu vas pouvoir avoir la version des faits directement sur la caméra du policier. Donc ça va être aussi une mesure là, bien intéressante. Hâte de voir dans quel délai, par contre, ça va être implanté. Merci beaucoup. Écoute, on a d'autres points de chute de nouvelles dont on va se parler un peu plus tard pendant l'émission. Et maintenant, enfin, j'avais hâte d'en parler, le reprenariat. Avec nous, le président directeur général de Reprenariat Québec, Alexandre Olive, très, très heureux de le recevoir et surtout de parler à quel point c'est stratégique aujourd'hui pour le Québec de parler reprenariat. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, eh bien, c'est racheter une entreprise qui est rendue, dont son fondateur est prêt à prendre sa retraite ou, par manque de relève, doit malheureusement fermer l'entreprise. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas. Je vois qu'il y a beaucoup de mouvements derrière tout ce qui se passe avec le reprenariat au Québec. Parle-moi en plus. D'ici 2029, c'est quand même 38 000 entreprises là, qui doivent trouver un repreneur. Absolument. Écoutez, on est vraiment dans un basculement historique là, sur le Québec. Là, on est au cœur du plus grand transfert de richesse de toute l'histoire. Et on a mesuré dans la dernière année, là, on est pour l'année 2023 à 11 755 entreprises qui ont transféré. Ça représente 6% de taux de transfert. Alors, ce que ça peut dire en nombre pour les gens qui nous écoutent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est 194 000 emplois qui ont été transférés dans des business, puis on parle de plus de 60 milliards d'actifs. Alors, tout ça fait, et pourquoi? Parce qu'on a des gens, des baby boomers, des propriétaires dirigeants qui ont plus de 55 ans, 60 ans, qui ont bâti des business il y a plus de 30 ans. Et donc, on a un leg historique qui n'aura jamais été aussi important pour les 10-15 prochaines années. Alors ça, c'est un des premiers constats. Le deuxième, c'est qu'on a les entreprises transférées, ça c'est la nouveauté, sont plus productives et investissent plus dans leur business. Donc, c'est un moteur de croissance absolument incroyable. Absolument. Et ça, c'est la nouveauté. Et ça, c'est la nouveauté parce qu'on n'avait pas été capable encore de le mesurer. Alors, on est très heureux. On parle de 11% plus productive. Alors, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment un chiffre qui parle beaucoup. Ouais. Au Québec, on parle beaucoup de l'importance de l'entrepreneuriat depuis des années. On sait qu'on traîne un peu la patte, là, malheureusement, si on se compare avec le reste du Canada. L'entrepreneuriat, c'est se lancer en affaires. Le reprenariat, c'est reprendre une affaire, littéralement. Il y a tellement d'avantages. Quand est-ce qu'on peut avoir le luxe de se lancer en affaires, mais déjà avec une entreprise qui a démontré qu'elle a sa place sur le marché? Si on reprend une entreprise, c'est qu'elle existe déjà, c'est qu'il y a déjà des clients, donc une entreprise avec des clients. Une entreprise avec des employés déjà. On sait à quel point la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté de trouver des bons employés, ça nous hante la vie en tant qu'entrepreneur. Bien là, le repreneur, il peut reprendre ça. Bien souvent, le fondateur ou la personne à la tête de cette entreprise-là va rester pour offrir un certain transfert ou du mentorat. Ça aussi, c'est un luxe exceptionnel. Il y a une facilité de financement avec les banques parce qu'il y a déjà un passé dans l'entreprise. Sincèrement, comment ça se fait qu'on ne se réveille pas collectivement puis qu'on soit encore plus attiré par le reprenariat? C'est quoi qui se passe? C'est le mot qui n'est pas sexy. C'est quoi, là?
Mais je vais quand même te partager une donnée parce que c'est un secret qui est bien gardé. Depuis 2021, on transfère plus d'entreprises au Québec que l'on en crée. Oh, Alors, intéressant. c'est quand même très intéressant. On a beaucoup OK. de volume. Je pense qu'il faut pas opposer les deux. C'est-à-dire, je pense pour une économie, pour que ça fonctionne, il faut de la start-up, il 100%. faut que les jeunes se lancent. Mais on peut pas se permettre de laisser notre patrimoine économique tomber pour tout ce que ça comporte. Alors, mais là, ce qu'on a remarqué, c'est que nos repreneurs seniors, qui ont 55 ans et plus, sont en croissance. Plus du tiers des repreneurs au Québec ont OK. 55 ans et plus. Alors, ce que ça veut dire, c'est que d'ici 5-10 ans, on devrait réavoir une nouvelle vague parce C'est que ça. donc On repousse, on mais n'a pas pas loin. fini d'entendre parler. Oui, c'est ça, on n'en a pas fini encore. Mais ce qui est intéressant aussi à comprendre avec le reprenariat, c'est que bien souvent, ces PME-là, malheureusement, elles doivent fermer ou être vendues à des entreprises étrangères. Donc là, c'est aussi une question de souveraineté économique, littéralement, du Québec. Pour plusieurs régions, Montréal, ça se voit peut-être moins, Québec, ça se voit peut-être moins, les grands centres, mais plein de régions à travers le Québec ont cette réalité de difficulté de transfert d'entreprise et le reprenariat répond à ce besoin-là. C'est vraiment une question de stabilité économique pour certaines régions, là. Ah, tu as tout à fait raison. En fait, c'est même vital parce que dans certains secteurs d'activité, certaines régions, le commerce au détail, la petite entreprise manufacturière de 12 à 15 employés joue un rôle primordial. Donc, c'est sûr que perdre d'une entreprise quand on est en région versus perdre d'une entreprise quand on est à Montréal, c'est pas tout à fait pareil. Alors, on souhaite évidemment notre travail chez Reprenariat Québec. On a accompagné plus de 6500 entreprises là, depuis la création. C'est ce travail-là qu'on doit faire aussi avec les cédants. Puis ça, c'est un message que je souhaite livrer aujourd'hui qui est très important. Il faut que les cédants comprennent qu'une entreprise qui est à vendre ou qui va se transférer, ça prend plusieurs années. On peut pas le faire à la Non, non, dernière ça se fait minute pas parce que sur un coin de table. exactement, il faut se préparer. Qu'est-ce que le cédant souhaite faire après la vente? Est-ce qu'il veut encore être dans l'entreprise? Est-ce qu'il veut racheter une nouvelle entreprise? Puis tous ces scénarios-là vont faire que la préparation demande plusieurs années et on a un défi collectif au Québec, c'est stimuler réveiller peut-être encore plus nos cédants et leur dire préparez-vous parce qu'on a des repreneurs qui sont là, qui frappent aux portes et qui sont prêts à assurer la continuité de votre entreprise. Tu soulèves un point classique que je vois. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis en affaires. L'entrepreneur adore son entreprise, fonde son entreprise, bâtit une croissance exceptionnelle. Rendu au moment où il est fatigué, ben là, il veut vendre maintenant. Et il réalise pas qu'il aurait dû prendre cette réflexion-là, cette décision-là, il y a 3 ans pour pouvoir avoir le temps de trouver quelqu'un. Des fois, c'est des employés de l'entreprise, des fois, c'est des personnes de l'externe. Alexandre, pour conclure, autant pour les personnes qui nous écoutent, qui pensent à vendre leur entreprise ou à laisser aller leur entreprise, autant pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par le monde des affaires et puis qui découvrent le reprenariat. Il y a le site web de Reprenariat Québec, bien entendu, mais où ils peuvent trouver toutes les informations? Est-ce que tu peux me donner 2-3 endroits? Là? Ben, en fait, vraiment, Reprenariat Québec était un peu le vaisseau amiral, là. C'est-à-dire on transfère, on travaille avec tous les groupes privés, on travaille avec tout l'écosystème, alors qu'on soit cédant ou repreneur. C'est une très belle porte d'entrée. On a un service d'accompagnement sur mesure pour nos cédants et nouveauté, cette année, on lance un service de prospection pour les repreneurs. Oh! Donc, certains repreneurs qui ont de la difficulté à trouver certaines business parce que les entreprises sont pas toutes affichées. Non, c'est ça, il y a c'est pas comme une les emplois. là en avant. Là, ouais. C'est ça, exactement. Donc, il faut savoir les chercher, il faut avoir les bons réseaux. Alors, évidemment, on invite ceux qui sont intéressés là, à venir nous voir. Voilà. Parfait. Donc, c'est le site web de Reprenariat Québec. Merci beaucoup, Alexandre Olive, président-directeur général de Reprenariat Québec. Merci, Nicolas. Bye bye.